quelques mots pour commencer sur les mesures fiscales qui concernent les particuliers. Alors, je vous le disais, on a voulu, dans la loi de finances, prendre en compte l'inflation importante supportée au cours de l'année 2022 et on va la traduire dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu de 2022. Donc dans la loi de finances, on a acté de l'inflation prévisionnelle, puisqu'elle a été présente au mois de septembre, 5,4% pour l'année 2022. Donc on va prendre en compte cette inflation aussi bien pour les différentes tranches du barème de l'impôt sur le revenu que pour tous les seuils, les plafonds, les abattements, les décotes, etc. Tout ce qui a à faire, tout ce qui tient au calcul de l'impôt sur le revenu. Si on regarde le barème de l'imposition des revenus pour 2022, et là, vous voyez à l'écran le barème pour une part de quotient familial, donc un contribuable seul, qui a un revenu fiscal imposable, donc net imposable pour une part de quotient familial, on voit toutes les tranches du barème. Il y a eu beaucoup de débats. Est-ce qu'on revalorise que les premières tranches? Est-ce qu'on revalorise également la tranche marginale? Finalement, les parlementaires ont décidé, et le gouvernement, par le biais du 49.3, de revaloriser l'ensemble des tranches du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, si on regarde le taux de la tranche marginale, 45%, vous voyez qu'on est dans cette tranche d'imposition pour une part de quotient familial dès lors que le revenu net imposable de 2022 excède 168 994 €. Alors comme chaque année, je vous le rappelle, il ne faut pas oublier qu'en plus du barème de l'impôt sur le revenu, pour certains contribuables qui ont des revenus plus élevés, il faut penser à ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Alors vous voyez que celle-ci ne fait pas l'objet d'une revalorisation. Elle a été fixée il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et depuis, aucune revalorisation des seuils pour cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc ça vise les contribuables qui ont un revenu fiscal de référence, qui est un petit peu plus large que le revenu imposable, puisqu'on y inclut les revenus exonérés, qui ont un revenu fiscal de référence qui excède 250 000 € pour une personne seule, 500 000 € pour une personne, pour un couple soumis à imposition commune. Alors en plus de la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, je vous le disais, on va revaloriser un certain nombre de seuils et il y a des seuils qu'on a souvent en tête, vous savez, notamment le plafonnement des effets du quotient familial. Vous savez que chaque demi-part supplémentaire au sein du foyer fiscal, une part si je suis seul, deux parts si je suis un couple marié ou soumis à imposition commune, chaque demi-part supplémentaire va permettre de diminuer la progressivité, donc l'impôt sur le revenu, mais cet avantage fiscal, il est limité. Pour chaque demi-part, pour 2022, l'avantage fiscal est limité à 1 678 €. On a également revalorisé de 5,4%. Pour les parents isolés, vous savez, quand vous faites les déclarations de revenus, il faut penser à cocher la case T parents isolés, c'est-à-dire que j'ai un seul parent qui a la charge exclusive d'au moins un enfant. Et vous savez que dans ce cas-là, la première part, la première enfant en charge, ce n'est pas une demi-part supplémentaire, c'est une part et on a un plafond des effets du quotient familial qui est bien supérieur. Et vous voyez qu'il est porté à 3 959 € pour l'imposition des revenus de 2022. Même chose pour la limite de la déduction des pensions alimentaires versées aux enfants, notamment aux enfants majeurs. Vous savez qu'on se pose chaque année la même question au moment de la déclaration de revenus. Mes enfants majeurs étudiants, est-ce que je les rattache pour avoir une ou des demi-parts supplémentaires? Est-ce que je déduis le versement d'une pension alimentaire? Ces seuils de déduction des pensions alimentaires sont également revalorisés pour 2022, puisque le seuil passe à 6 368 € par enfant à charge de déduction de pension alimentaire possible, à condition, comme chaque année, de pouvoir justifier à la demande de l'administration fiscale qu'on a bien réalisé cette dépense de 6 368 €, ou vous savez qu'on a la possibilité alternative de déduire une pension alimentaire, on va dire forfaitaire, sans justificatif, au titre des frais d'hébergement et de nourriture, dont le montant est porté pour l'imposition des revenus de 2022 à 3 786 €. Voilà, donc je ne vous passe pas en revue tous les seuils liés au barème de l'impôt sur le revenu, mais sachez qu'ils ont tous été revalorisés de 5,4%. Et puis, les parlementaires ont décidé que sur l'avis d'imposition, on allait également avoir des informations supplémentaires. Jusqu'à présent, on avait le taux du prélèvement à la source qui figurait sur l'avis d'imposition. Ils ont décidé que dès l'imposition des revenus 2022, on allait rajouter deux mentions complémentaires. On allait faire figurer le taux moyen d'impôt sur le revenu, qui n'est pas forcément le taux du prélèvement à la source. C'est souvent assez proche, mais on a certains cas, certains contribuables qui ont droit à des
réductions et crédits d'impôt qui ne sont pas prises en compte pour calculer le taux du prélèvement à la source, mais qui sont prises en compte pour calculer le taux moyen d'imposition. Donc on va regarder l'impôt net perçu, une fois qu'on aura déduit les réductions et les crédits d'impôt par rapport au revenu global imposable, on aura le taux moyen d'imposition qui apparaîtra sur l'avis d'imposition. Puis on aura également une information intéressante, le taux marginal, c'est-à-dire qu'on va savoir dans quelle tranche la plus élevée du barème on se situe. C'est une information importante parce que ça veut dire que pour ce contribuable ou ce foyer-là, chaque euro supplémentaire de revenu, il est imposé dans la tranche marginale. Imaginons que j'ai un revenu net imposable, je reviens au barème de 170 000 euros, eh bien, ça veut dire que mon taux marginal d'imposition, c'est 45%. Donc si l'année suivante, j'ai des revenus complémentaires, en plus de mes 170 000 euros, je sais qu'ils seront taxés à 45% d'impôt sur le revenu. Donc on va désormais avoir ces deux informations complémentaires sur les avis d'impôt sur le revenu. Revalorisation du barème, revalorisation de l'ensemble des seuils, et ça va même plus loin, puisque vous savez que certains seuils applicables aux entreprises sont revalorisés dans les mêmes proportions que le barème de l'impôt sur le revenu. C'est le cas notamment du seuil des micro-entreprises. Seuil des micro-entreprises dont vous vous souvenez qu'il avait été décidé qu'il ne serait revalorisé que tous les 3 ans. Eh bien, on arrive à une nouvelle période triennale où là, pour l'application des seuils micro, eh bien, on va regarder l'inflation au cours des 3 années précédentes et vous voyez qu'on a ajusté les seuils de chiffre d'affaires micro-entreprises, BIC, BNC et BA pour la période 2023, 2024 et 2025. Vous voyez, juste pour vous lire la première ligne, que lorsque on a une activité qui relève des BIC, qui est une activité de vente ou de fourniture de logement, eh bien, le seuil, il passe de 176 200 euros à 188 700 euros. Et donc, je vais désormais, dès le 1er janvier, appliquer ces nouveaux seuils. J'oublie les anciens, je vous les ai rappelés pour mémoire, mais j'oublie les anciens. Et donc, pour savoir si je relève du régime micro, je vais regarder ce nouveau seuil. Je relève du régime micro dès lors que l'année précédente ou une des 2 années précédentes, j'étais en dessous du seuil. Donc, je vais regarder ce qui s'est passé dans mon entreprise en 2022 et en 2021. Et là, je vais faire application du nouveau seuil. Si en 2022 ou 2021, mon chiffre d'affaires était inférieur à 188 700 euros, eh bien, je relève de plein droit du régime de la micro-entreprise. Donc, si c'est le cas, et que je veux être au réel, je dois opter pour l'application d'un régime réel d'imposition, sinon je relèverai du régime micro-entreprise avec une détermination forfaitaire de mon résultat imposable. On va prendre le chiffre d'affaires et on va déduire l'abattement. Ce qui permet de rappeler au passage que les modalités d'option pour les régimes réels ont changé. Avant, quand on venait vous voir, on vous disait attention, il ne vous reste plus que quelques jours pour opter. Il fallait le faire au 1er février. Et bien là, ce n'est plus le cas puisque vous avez jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus pour pouvoir exercer cette option et indiquer à l'administration fiscale que vous souhaitez être soumis au réel. Donc attention, alors ça ne veut pas dire que la déclaration vaut option. Hein. On milite pour que ce soit le cas. Il faut toujours avertir l'administration par courrier si vous êtes en BIC. Voilà. Pour les BNC, la déclaration vaut option, mais pas pour les BIC. Donc, je reprends un exemple simple. J'étais au cours des 2 années précédentes avec un chiffre d'affaires de 180 000 euros, sans revalorisation des seuils. On aurait dit, j'ai dépassé 2 années consécutives, je suis au réel. Revalorisation des seuils à 180 000 euros de chiffre d'affaires en 2022 et en 2021. Eh bien, en 2023, ça veut dire que je relève de plein droit du régime micro, même si les années précédentes, j'étais à un régime réel. Donc, vigilance pour certains de vos clients qui auraient des chiffres d'affaires au cours des 2 années précédentes qui seraient proches de ces seuils. Ça vaut le coup de prendre le temps et d'y jeter un petit coup d'œil. Même chose, on a d'autres seuils qui évoluent également, souvent en fonction de l'inflation. C'est le montant de la franchise en base de TVA. Franchise en base de TVA qui est également revalorisée pour les 3 années à venir, 2023, 2024, 2025. Vous voyez bien que pour les activités de vente et de fourniture de logement, le seuil de droit commun est de 91 900 euros et le seuil majoré de 101 000 euros. Alors là, les règles sont différentes pour le régime de la franchise en base de TVA. Dès lors que je ne dépasse pas le seuil de droit commun, je suis à la franchise. Si je dépasse le seuil de droit commun, vigilance, je reste encore à la franchise. Par contre, si je dépasse le seuil majoré, ça veut dire que je suis à un régime réel de TVA au 1er jour du mois
où j'ai franchi le seuil majoré. Donc ça veut dire que je vais devoir faire des factures avec TVA à compter du premier jour du mois du franchissement des 101 000 euros. Si je suis entre 91 900 et 101 000, pas d'inquiétude, à condition que l'année précédente, j'ai bien été en dessous du seuil de droit commun. Donc il faudrait 2 années de franchissement du seuil de droit commun pour passer à un régime réel de TVA, où on y passe dès lors, dès le premier jour du mois où on franchit le seuil majoré de la franchise en base de TVA. Simple. Petite précision en ce qui concerne l'état récapitulatif des clients quand on est à la franchise. Alors effectivement, vous vous souvenez que l'année dernière, on a un petit peu changé toutes ces règles. Alors de la DEB, on faisait la DEB et puis finalement on a fait deux autres déclarations, dont l'état récapitulatif des clients. Et il est désormais prévu qu'il ne sera plus nécessaire pour les clients qui sont à la franchise en base de TVA de faire cet état récapitulatif des clients qui était une obligation en fait dès le premier euro. Donc voilà, c'est une disposition qui somme toute est plus favorable pour toutes ces petites entreprises qui sont à la franchise en base, qui leur évite une déclaration supplémentaire, et qui peut-être n'ont jamais été faites pour certains. On ne sait pas. Pas trop de retour. Autre mesure dans la loi de finances qui vise toujours à tenir compte de l'inflation et qui concerne cette fois-ci la modulation du prélèvement à la source. Vous savez que dans certains cas, quand on a une variation de revenus, on peut demander à l'administration fiscale, sans attendre de faire sa déclaration d'impôt sur les revenus de l'année précédente, mais on peut pour l'année en cours ou à venir demander une modulation du prélèvement à la source. Alors si on projette d'avoir des revenus en hausse, c'est assez simple, il suffit d'aller voir la DGFiP, de lui dire « je veux payer plus d'impôts », en principe elle vous répond « oui ». Pas de difficulté. Là où c'est un peu plus difficile, c'est quand vous allez lui dire « je voudrais en payer un peu moins ». Je voudrais en payer un peu moins parce que mes revenus vont varier, mais ils vont varier à la baisse. Et avant, on nous disait, oui, mais attention, si vos revenus varient à la baisse, il faut que la baisse soit d'au moins 10% du taux de prélèvement à la source et que ça fasse au moins 500 euros par an. Alors, on avait supprimé la condition des 500 euros. Cette année, on abaisse la condition des 10%. C'est-à-dire que désormais, dès le 1er janvier 2023, on peut demander une modulation à la baisse dès lors que le nouveau taux d'imposition il est inférieur de seulement 5% au taux qui aurait été appliqué si on n'avait pas demandé la modulation. Donc, une fois de plus, pour tenir compte de l'inflation, on va permettre aux contribuables de modifier plus facilement à la baisse son taux de prélèvement à la source. Autre mesure qui concerne toujours la fiscalité des particuliers. Alors, c'est des mesures qui ont été adoptées cet été, qui ont des impacts fiscaux. Je vais vous les rappeler rapidement puisque vous les connaissez bien et vous les avez pour grand nombre d'entre elles déjà mises en œuvre, mais il faudra quand même les avoir en tête dans les prochains mois lorsqu'on va pencher sur la déclaration des revenus, puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour payer moins d'impôts. Première mesure de l'été dernier, vous vous souvenez, c'est la mise en place de la prime de partage de la valeur, la PPV, qui remplace la PEPA. Alors on a remodelé le dispositif, on s'en a inspiré, mais on l'a pas mal changé puisqu'on a relevé considérablement les seuils d'exonération sociale. Vous savez qu'on était à 1 000 voire 2 000 euros si on avait un accord d'intéressement dans l'entreprise. Eh bien, on a relevé ces plafonds à 3 000 et 6 000 euros. C'est une somme importante sur laquelle on va pouvoir bénéficier d'exonération de cotisation sociale. Et puis, par contre, on avait dit, pour la PPV, fiscalement, en principe, elle est imposable. Exonérée de cotisation sociale, mais elle est assujettie à prélèvements sociaux, CRDS, CSG, et elle est également soumise à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est la règle. Mais on a mis en place une période transitoire, vous vous en souvenez, et on a dit sous certaines conditions, et c'est là où on nous a repris l'ancienne condition, pour les salariés dont la rémunération n'excède pas 3 fois le SMIC, et pour la période transitoire allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, eh bien, pour ces salariés-là, pour ces contribuables-là, la PPV est exonérée d'impôt sur le revenu. Donc, vigilance au moment des déclarations d'impôt sur le revenu, puisque pour certaines PPV, elles vont être imposables, soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour d'autres, la PPV, vous le voyez, est exonérée sous condition, 3 fois le SMIC, et pour une période transitoire, 1er juillet 2022, 31 décembre 2023. Il y a un plafond quand même d'exonération et de la prime de la PPV, puisqu'il se peut notamment que certaines entreprises aient versé début d'année 2022 une PEPA, fin d'année 2022 une PPV, et que le cumul fasse plus de 6 000. Dans ce cas-là, on limite l'exonération fiscale
à 6 000 euros. Je pense que les cas sont assez rares, mais il faut l'avoir en tête pour certains contribuables. On a également mis en place d'autres dispositifs. Vous vous souvenez qu'on a relevé cet été le plafond et de manière rétroactive le plafond des heures supplémentaires ou complémentaires défiscalisées. Le seuil de 5 000 euros est passé à 7 500 euros pour toute l'année 2022. Donc cette mesure était rétroactive. 7 500 euros en 2022 d'heures supplémentaires défiscalisées. Et ça, on l'avait connu au moment du Covid, ce relèvement de plafond. Là, ce qui change, ce qui a été décidé cet été, c'est que ce relèvement du plafond des heures supplémentaires défiscalisées, il est pérenne. Donc il va continuer à s'appliquer en 2023 et dans les années à venir. Même chose pour la PPV. On connaissait la PEPA qui est un dispositif temporaire. La PPV, c'est un dispositif pérenne. Pas de date de fin à ce dispositif-là. Autre mesure également que je vous signale, toujours dans le cadre des déclarations d'impôt sur le revenu, c'est que, alors j'ai omis de vous dire sur le slide précédent qu'on avait également mis un dispositif, alors on a eu très peu de retours, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais on avait également donné la possibilité de racheter des jours de RTT. Et si on rachetait des jours de RTT, si vous avez des clients qui ont mis ce dispositif en place, sachez qu'on a également une exonération fiscale, également à hauteur de 7 500 euros, qu'on peut cumuler avec les heures fiscales, les heures supplémentaires défiscalisées. Donc on peut cumuler heures supplémentaires défiscalisées et rachat de RTT défiscalisés à hauteur chacun de 7 500 euros. Puis je vous le disais, pensez également au déblocage de l'épargne salariale. Il a été rendu possible jusqu'à la fin de l'année dernière en exonération sociale et fiscale jusqu'à hauteur de 10 000 euros. Donc attention au moment des déclarations de revenus de ne pas soumettre à l'impôt ces sommes qui ont été débloquées dans le cadre du dispositif voté l'été dernier. Voilà les grandes mesures en matière d'impôt sur le revenu, de barème, de défiscalisation qui ont été adoptées au cours de l'été dernier et en fin d'année 2022 pour lutter contre l'inflation, redonner du pouvoir d'achat aux salariés et aux contribuables personnes physiques également. Des mesures qui concernent les réductions et les crédits d'impôt. Oui, il n'y a pas une loi de finances qui ne parle pas de réduction et crédit d'impôt, et notamment pour les particuliers, dans un premier temps. Et la première mesure qui concerne donc les réductions et crédits d'impôt, bien c'est la souscription au capital de PME. Comme vous le savez tous, lorsque un particulier souhaite créer son entreprise, sa société, il souscrit au capital, il fait des versements, et ce versement lui ouvre droit au moment de la création à un avantage fiscal. Alors c'est plutôt la question pour un champion, quel taux d'avantage fiscal? Alors je dis question pour un champion parce qu'initialement, et je dirais encore aujourd'hui, il est fixé cet avantage fiscal à 18% du montant des versements effectués, avec un plafond, comme vous le savez, parce que tout ceci n'est pas illimité. Et ces plafonds, en fonction de la situation du foyer fiscal, sont limités à 50 000 euros ou 100 000. Et bien entendu, aujourd'hui, ces 18% ont été portés à 25%. Alors pour mémoire, on vous a rappelé les années précédentes pour savoir quand est-ce qu'on doit souscrire. Enfin, quand on a souscrit, on a eu 18, puis on a eu 25, puis on a eu 18, puis on a eu 25. Alors je dirais que pour faire simple, eh bien, on va prendre un schéma, ce sera beaucoup plus facile à suivre. Et vous voyez au cours des différentes années qui sont passées, cette souscription au capital de PME, soit si vous avez par exemple pour l'année 2022, lorsque vous aurez à faire vos déclarations d'impôt sur le revenu, eh bien, si vous avez souscrit du 1er janvier au 18 mars 2022, vous avez 18%. Et si vous avez souscrit à partir donc, du 18 mars jusqu'au 31 décembre 2022, on a 25%. Que se passe-t-il pour l'année 2023 ? Eh bien, la loi de finances a prorogé cette application du taux à 25%. Mais attention, pour que cette majoration s'applique, il nous faut une fois de plus l'autorisation de la Commission européenne. Et une fois que la Commission européenne nous aura donné son accord, il faudra un décret qui doit sortir au plus tard dans les 2 mois. Donc automatiquement, si vos clients aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est venu vous voir, j'ai constitué ma société, j'ai versé tant au capital, eh bien ce versement depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à une date qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, eh bien, sera à 18% de nouveau. Donc il faut toujours suivre à quel moment la personne a réalisé sa souscription au capital. Il y a quelque chose qui ne change pas. Le taux change, mais en revanche, les conditions d'application du texte ne changent pas. Donc la question qu'on me pose très régulièrement de savoir, est-ce que la condition des salariés est toujours là ? Oui, elle n'a jamais été
supprimé. On a toujours, parmi toutes les autres conditions, notamment à avoir 1 ou 2 salariés à la clôture de l'exercice qui suit celui de la souscription. Cette condition est maintenue. Alors, c'est un dispositif qui s'applique en cas de création, de moins en moins en cas d'augmentation de capital, parce que les conditions qui étaient mises en œuvre il y a quelques années font que pratiquement plus personne n'utilise en cas de souscription au capital par augmentation du capital, eh bien, on ne respecte pas les conditions, donc on n'applique pas la réduction d'impôt. Qu'est-ce qui change également? Eh bien, le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants de moins de 6 ans. Si vous faites garder vos enfants à l'extérieur de votre domicile, eh bien, alors moins de 6 ans au 1er janvier de l'année, eh bien, vous avez un droit à un crédit d'impôt qui est de 50% du montant des dépenses et bien entendu avec toujours un plafond. Et ce plafond était jusqu'à présent de 2 300 €. Ce qui fait que là, ce plafond de 2 300 €, eh bien, la loi de finances le porte à 3 500. Il augmente le plafond, donc il suffit pour l'imposition des revenus 2022. Donc si vous avez fait garder vos enfants en 2022 à l'extérieur du domicile, donc chez une nounou, au centre de loisirs, eh bien, en l'occurrence, pour ces dépenses-là, le crédit d'impôt, le plafond est de 3 500 €. Toujours en matière de crédit d'impôt pour les particuliers, une petite modification que vous aurez alors à prendre en compte dans les déclarations de revenus qui vont devoir être faites là en 2023, mai-juin 2023, on n'a pas encore les dates, c'est pour l'emploi d'un salarié à domicile. Vous savez tous que l'emploi d'un salarié à domicile donne droit à un crédit d'impôt, puisque ce sont en contrepartie des rémunérations des services dits à la personne. Ces services, vous vous souvenez, sont en principe liés à des services rendus à domicile. Alors, au passage, c'est un crédit d'impôt, ce n'est pas une réduction d'impôt, puisqu'on le dit dans le carré rouge. Il ne faut pas lire le titre, c'est souvent les titres qu'on lit, mais il faut lire plutôt le carré. C'est un crédit d'impôt de 50% des dépenses retenues dans la limite de 12 000 ou 20 000 €. Et qu'est-ce que vous allez avoir à faire dans votre déclaration de revenus? C'est qu'il va falloir donner la nature des dépenses pour lesquelles vous allez bénéficier du crédit d'impôt. Pourquoi? Eh bien, le gouvernement souhaite apprécier les modalités d'application de cet avantage fiscal pour voir quelles sont les natures de prestations qui ouvrent droit à cet avantage fiscal, et notamment pour voir si certaines prestations, vous savez qu'on a droit à des avantages dans ce crédit d'impôt, on peut en bénéficier notamment pour du jardinage, pour des prestations informatiques à domicile, et il y a des plafonds spécifiques. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on n'arrive pas à déterminer pour quel avantage, en fait, pour quelle nature de prestation on bénéficie de cet avantage. Et donc, pour le déterminer, il faudra spécifier dans la déclaration d'impôt sur le revenu, eh bien, quelle est la nature de ces prestations. Sachant que le Code du travail qui prévoit la liste de ces prestations est long comme le bras, eh bien, je pense que notre déclaration d'impôt sur le revenu va encore s'allonger, à moins que ce soit une annexe. On va y passer encore un peu plus de temps. Tout à fait. Mais je n'ai pas encore osé dire qu'il fallait plus de temps. Voilà, en matière de crédit d'impôt, vous voyez bien que ce sont des dispositions assez réduites, donc rien de bien méchant, mais qui vont quand même exiger qu'on se penche un peu sur le sujet. La mesure qui est malgré tout très importante et qui là, en l'occurrence, résulte non pas de la loi de finances, mais de la loi de finances rectificative de cet été, donc la deuxième loi de finances, merci Patrick, la deuxième loi de finances rectificative de fin d'année, on en a eu une cet été et on vous dira les mesures qu'elle contenait dans quelques minutes, et qui prévoit une mesure afin d'augmenter le plafond d'imputation des déficits sur le revenu global. Mais avant de vous expliquer un petit peu plus en détail cette mesure, juste pour vous rappeler que lorsqu'on a des revenus fonciers, on loue son bien immobilier, on a plus de charges que de loyers, on a des déficits. Et ces déficits, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, dans le Code général des impôts, vous avez une règle assez simple qui vous dit que vous imputez vos déficits fonciers hors intérêt d'emprunt, je dis bien hors intérêt d'emprunt, sur votre revenu global à hauteur de 10 700 €. Tous les déficits qui excèdent 10 700 € ou qui proviennent des intérêts d'emprunt, eux, vont être imputés sur les revenus fonciers que vous aurez au cours des 10 années suivantes.
Donc ça, c'est la règle. Mais attention, il faut être conscient, c'est que cette règle d'imputation des déficits exige que votre bien immobilier soit maintenu en location pendant 3 années consécutives. C'est-à-dire que si entre-temps, le bien immobilier m'a procuré des déficits, je le vends, avant les 3 ans, eh bien, on me remet en cause l'imputation du déficit sur le revenu global. Donc, il faut suivre ces déficits. C'est en général chose faite avec vos logiciels. Donc, bien rappeler que si le déficit foncier est inférieur à 10 700 €, eh bien, il sera imputé sur le revenu global dans son intégralité hors intérêt d'emprunt. S'il est supérieur à 10 700 €, eh bien, à hauteur de 10 700, il y aura une imputation sur le revenu global et au-delà sur les revenus fonciers des 6 années suivantes. Et si le revenu global est insuffisant pour imputer votre déficit foncier, eh bien, vous le reporterez sur le revenu global des 6 années suivantes. Eh bien, c'est quand même des règles bien particulières. Qu'est-ce qui change avec la deuxième loi de finances rectificative pour 2022? Et vous allez voir, quand Patrick va vous parler chiffres, ça va devenir d'une clarté phénoménale. Eh bien, le plafond de 10 700 € est porté à 21 400. Il est doublé. Alors, le doublement de ce plafond est spécifique puisqu'on vous dit dans le texte qu'il est doublé à concurrence des travaux énergétiques réalisés qui vont permettre aux biens immobiliers qui étaient considérés comme une passoire énergétique. Alors, la passoire énergétique, ou thermique, c'est classe E, F ou G. Et donc, si mon bien immobilier aujourd'hui est considéré comme classe E, F ou G et que les travaux de rénovation énergétique que je vais réaliser vont permettre à mon bien immobilier d'être classé en A, de A à D, donc je ne suis plus une passoire thermique, eh bien, pour ces dépenses de rénovation énergétique, votre déficit foncier pourra être imputé sur le revenu global à hauteur de 21 400 €. Cette règle va s'appliquer pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Donc, au mieux, vous les prendrez en compte pour les déclarations faites en 2024. Et donc la déclaration d'impôt sur le revenu, le moment venu, sera une fois de plus adaptée puisqu'il va falloir suivre la catégorie de dépenses entre celles qui seront des dépenses pour travaux énergétiques et les autres. Et en tout cas pour 2023, il faudra que le devis de travaux soit accepté à compter du 5 novembre 2022. Alors, un petit schéma qui vous a été fait pour vous rappeler toutes ces dispositions qu'on vient de vous donner, et l'imputation se fait à hauteur de 10 700 € donc sur le revenu global, et on peut aller jusqu'à 21 400 € pour toutes les dépenses payées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 si le bien n'est plus une passoire thermique. Et bien entendu, si vous ne respectez pas cette condition, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à démontrer à l'administration fiscale que le bien correspond bien à ces critères, eh bien, c'est les règles de droit commun qui vous seront appliquées en cas de contrôle. La règle de maintenir le bien en location pendant 3 ans est maintenue, mais comme je le disais, pour des hommes et des femmes du chiffre, rien de tel qu'un exemple chiffré. Et Patrick, comment ça marche ? Alors, on va essayer de regarder ça. On va se placer comme si on était déjà en train de faire la déclaration 2023, puisque la mesure s'applique, comme tu l'as dit, à compter de 2023. Alors, imaginons que j'ai donné un immeuble en location, j'ai eu des revenus fonciers pour 5 000 €, et puis j'ai eu des charges, des intérêts d'emprunt, 500 €, des autres dépenses, que ce soit des travaux, des impôts, des frais de gestion de la copropriété, bref, peu importe, d'autres charges pour 20 000 €, et puis j'étais en présence d'un immeuble qui n'était pas très bien isolé. J'ai fait des travaux de rénovation énergétique éligibles, je vais pouvoir changer de catégorie. J'ai fait ces travaux pour 15 000 €. J'ai donc un déficit foncier, donc 5 000 € de produits et 35 500 € de charges. J'ai donc un déficit foncier global de 30 500 €. Alors comment est-ce que je vais calculer pour ce déficit, répartir ce déficit pour faire l'imputation? Alors on me dit tout d'abord que je ne peux pas utiliser les intérêts d'emprunt sur le revenu global. Donc on va d'abord imputer sur les recettes, sur les 5 000 € de recettes, les charges les moins intéressantes, dont les intérêts d'emprunt. Donc les 500 € d'intérêts d'emprunt, on va les imputer sur le revenu. Donc il me reste 4 500 de revenus. Et sur ces 4 500 de revenus, je vais imputer 4 500 €
de déficits qui proviennent des autres charges. Donc voilà. Donc l'imputation de mon revenu sur les déficits, c'est 500 d'intérêts d'emprunt, 4 500 € d'autres charges. Ça veut dire qu'il me reste comme autre charge déductible des revenus fonciers 15 500 €. Et là, si j'applique la règle qu'on connaît tous, imputable à hauteur de 10 700 € sur le revenu global de l'année 2023 et le surplus, donc 4 800 € sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Et en plus, j'ai fait des travaux de rénovation énergétique qui rentrent dans le dispositif prévu dans la loi de finances rectificative. Donc, mon seuil peut être majoré jusqu'à 10 700 € supplémentaires. Donc, comme j'ai fait 15 000 € de dépenses de rénovation énergétique éligibles, eh bien, je vais avoir 10 700 € supplémentaires imputables sur le revenu global et le sol, les 4 300 € qui restent, imputables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc, en 2023, je vais pouvoir imputer sur mon revenu global 2023 21 400 € de déficit foncier. Et si mon revenu global 2023 est inférieur à 21 400 €, c'est-à-dire que je ne pourrais pas imputer la totalité des 21 400, eh bien la partie des 21 400 que je n'aurais pas utilisée, je vais pouvoir l'imputer sur le revenu global des 6 années qui suivent. Donc je vais faire un suivi des sommes imputables sur le revenu global des 6 années suivantes. Tout ça, ce sera dans la déclaration de revenus. Puis un suivi des déficits fonciers imputables, eux, uniquement sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Tout ça à condition que je continue à louer mon bien, donc comme c'était ma déclaration des revenus 2023, en 2024, 2025 et 2026. En fait, l'administration lie la possibilité de déduire des déficits sur les revenus fonciers ou sur le revenu global à la condition qu'on continue à louer le bien et à ensuite générer des revenus fonciers positifs qui soient imposables. J'espère que c'est à peu près clair. Donc vous voyez que ce n'est pas un simple doublement du plafond d'imputation des déficits fonciers. C'est un relèvement, une augmentation à hauteur des travaux de dépenses éligibles de rénovation énergétique et à hauteur de 10 700 € supplémentaires. Et ce sera valable pendant 3 ans uniquement pour l'instant. On verra si le dispositif sera par la suite prorogé. Et on attendra aussi les commentaires administratifs pour savoir effectivement au niveau des dépenses, oui, au niveau de ce qu'on appelle des travaux de rénovation énergétique. On attend effectivement une liste de travaux éligibles. Alors ça, donc, je répète, c'est pour 2023. Ça n'a pas changé nos déclarations de revenus fonciers 2022. Même si dès 2022, on a fait des travaux de rénovation énergétique importants, on ne pourra pas augmenter le plafond d'imputation des déficits fonciers 2022. Et il faudra, tu l'as précisé, mais je pense qu'il faut le rappeler, il faudra que le contribuable, fin 2025, soit en mesure de justifier qu'il a changé de classe. Oui. Ça sous-entend, alors on attend encore les commentaires administratifs, mais qu'il faudrait faire un diagnostic énergétique du bien immobilier avant travaux, puis un autre après travaux pour pouvoir justifier qu'on est passé de passoire énergétique à logement moins énergivore, classé A, B, ou C ou D. Et si les travaux sont finis ? Espérons-le.